Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et puisque Batman n'est rien sans son Robin, voici le mien, Grey Pigeon. Salut Spades, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du comics qui nous a poussé à faire ce podcast à la base. Oui Spades, tout à fait. En fait, on était en train de discuter tous les deux. Je te racontais mon désamour pour le scénariste star Brian Michael Bendis. Et là, tu m'as demandé, mais as-tu déjà lu Torso ? Et je n'avais jamais entendu parler de ce comics. Et donc du coup, j'ai décidé de le lire. Et c'est donc bien de Torso que nous allons parler aujourd'hui. Torso, c'est donc un comics en 6 parties qui a été publié chez Image à la base. Ouais, c'est ça. Alors, il est écrit par Brian Michael Bendis, que je viens de citer, mais co-écrit également par Mark Andreiko. Et il est sorti entre 1998 et 1999. Mais le titre, il est d'abord sorti chez Image, mais depuis, Brian Michael Bendis est devenu un artiste exclusif chez Marvel. Du coup, le comics a été récupéré par Marvel, qu'il a édité dans sa gamme indépendante Icon. Voilà, on va expliquer un peu ce qu'est Icon, parce que beaucoup de monde fait la comparaison avec Vertigo, et c'est pas du tout le cas. En fait, Vertigo est vraiment un sous-label de DC Comics, où ils vont avoir un matériel plus adulte que la ligne régulière de DC Comics. Icon, c'est juste permettre aux artistes exclusifs de travailler sur des titres Creator-owned. Donc, comme on vous a expliqué dans Paper Girl, c'est des titres dont tous les droits appartiennent aux auteurs. Ouais, c'est la grosse différence avec Vertigo, dans lequel les auteurs travaillent sur des personnages qui appartiennent à DC. Non, il y a quelques cas de Creator-owned, mais c'est quelques cas. La Icon, c'est vraiment spécifique pour du Creator-owned. Par contre, chez Icon, il y a très peu de titres, ça sort très ponctuellement, alors que Vertigo, c'est une vraie gamme avec des titres réguliers. Voilà, tout à fait. En fait, Icon, c'est vraiment pour permettre aux auteurs de s'exprimer quand ils ont envie de faire autre chose que du Marvel. Mais tout en restant dans le giron de Marvel, quoi. Donc, maintenant qu'on a expliqué Icon, faudra peut-être qu'on explique un peu le comics en lui-même, non ? Alors, Torso, c'est l'histoire vraie de l'assassin de Cleveland, dit tueur au torse, qui a sévi dans les années 30. Mais pas seulement, ça parle également du policier, du très célèbre policier qui a essayé de l'attraper, et ce n'est rien d'autre qu'Elliot Ness, ainsi que la bande qu'il a formée sous le nom des Inconnus. En France, on les a appelés les Invisibles. À mon avis, c'est pour éviter la confusion avec Pascal Légitimus et sa bande. C'est possible. Alors, la grosse particularité de ce tueur, outre le fait que c'est le premier tueur en série américain, c'est aussi le fait qu'il ait longtemps joué au chat et la souris avec Elliot Ness. Donc, il lui envoyait des cartes postales pour le narguer et pour essayer de le titiller. C'est une spécificité de certains tueurs en série assez emblématiques, comme le tueur du Zodiac ou Son of Sam. Ouais, dans l'imaginaire américain, on peut aussi le rapprocher d'un autre tueur qui a sévi un tout petit peu plus tard en Californie, c'est le Dahlia Noir. Pourquoi Bendis a eu cette idée de sortir ça ? Bendis, à l'époque, travaillait dans le journal de Cleveland, le Cleveland qui est sa ville natale, et en fait, il a voulu rendre hommage à sa ville en parlant d'une histoire peu connue, mais pourtant vraiment fascinante, celle du premier tueur en série. Et comment le héros américain qu'est Elliot Ness essayait de l'attraper, il n'y a jamais réussi. Mais si pour nous, Brian Michael Bendis est un auteur qu'on va dire star, faudrait peut-être qu'on le présente à nos auditeurs. Ah ouais, alors donc comme je le disais, Brian Michael Bendis vient de Cleveland et il est né en 1967, donc c'est un auteur encore relativement jeune, il n'a pas encore 50 ans, mais c'est vrai que c'est le scénariste star actuel de chez Marvel. Et ce depuis un petit moment maintenant, parce qu'il est arrivé dans la maison des idées aux alentours des années 2000. Ouais. Alors il a fait des très longs runs, très connu. Il a commencé sur Daredevil. Il a aussi fait Jessica Jones et s'est fait vraiment connaître avec Ultimate Spider-Man. Qui est son bébé, clairement. Il a fait l'entièreté du run sur près de 15 ans, quoi. On en est à 150 issues, je crois, ou 150 épisodes, pardon, et la série continue toujours. Il a aussi travaillé très longtemps sur la série Avengers. Bah, il a relancé les Avengers alors qu'ils étaient au plus bas. Il a relancé les Avengers, il a relancé les X-Men après, avec un énorme succès, en tout cas au niveau des ventes. Il a aussi relancé les Gardiens de la Galaxie. Et en ce moment, on peut citer son travail sur Iron Man. Mais il a pas seulement travaillé sur des séries comme ça, il était aussi en charge d'énormes events. On peut citer House of M, Siège, il a travaillé sur AVX, et en ce moment, c'est lui qui est en charge de l'event actuel chez Marvel, Civil War 2. Tout à fait. Mais Bendis, comme tu le disais, t'avais un certain désamour de lui. Et pourtant, Torso, tu as adoré. Comment ça se fait ? Alors, avant de parler de Torso, en fait, on peut citer d'autres travaux qu'il a fait indépendamment de ce qu'il a fait chez Marvel, parce qu'il a œuvré notamment, il œuvre toujours en indépendant, donc il a sorti des séries vraiment de qualité, comme on peut citer Powers, Sam and Twitch,
ou plus récemment Scarlett, Mmh. et il a remporté de nombreux Eisner Awards, en tout cas au début de sa carrière. Oui. Mais en fait, Brian Michael Bendis, à ses débuts chez Marvel, a continué ce qu'il avait commencé à faire en indépendant avant, c'est-à-dire travailler sur le noir. Donc, quand Oui. il est arrivé chez Daredevil, il travaillait dans le noir. Mais avant d'arriver chez Marvel, il le faisait déjà, et c'est notamment sur Torso, mais pas seulement. Tout à fait. En fait, Torso fait partie d'une trilogie, la trilogie du crime, comme on appelle ça. Donc, pour expliquer, Bendis, avant de travailler chez Marvel, travaillait chez les éditeurs indépendants, donc Image pour Torso. Mais avant ça, chez Caliber, dont on a déjà parlé sur l'épisode précédent sur Daredevil Redemption. Et justement, 2 titres de cette trilogie sont nés là-bas. Donc, Jinx, qui a été un succès critique énorme, et Goldfish. Donc, les 2 titres, en fait, sont liés réellement. Donc Goldfish raconte l'histoire d'un arnaqueur à la petite semaine qui revient après 10 ans d'absence dans sa ville natale pour essayer de récupérer son enfant qui est sous la garde de sa mère, qui est juste la reine du crime de Cleveland. Et c'est un truc passionnant. Et Jinx prend plus ou moins place avant Goldfish. On retrouve le personnage de David Gold, donc le héros de Goldfish, qui va être intégré à cette histoire par l'intermédiaire d'une chasseuse de primes du nom de Jinx Almeida. C'est, en fait, Jinx, pour expliquer, pour ceux qui ont lu Alias, Jinx est quasiment le brouillon d'Alias, sans pouvoir. C'est une femme complètement perdue, complètement sombre, qui est animée par un désespoir intégral, qui va essayer de se reconstruire, et qui va galérer. C'est En vraiment... même temps, si on pense à Alias, avant les pouvoirs, c'est avant tout à ça qu'on pense. Voilà. Et vraiment, on peut faire un parallèle entre les deux, quoi. Et c'est vraiment, mais fabuleux. Les 2 titres sont fabuleux. Et donc, Torso prend plus ou moins sa suite, parce que Bendis considère que ça fait partie de la trilogie. Donc, d'ailleurs, Torso était sorti à la base sous le titre de Torso Jinx Story. À la différence près que Torso est inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des autres. Et des qu'on autres n'a histoires. aucune connexion à part le fait que ça soit Cleveland. D'accord. Mais par contre, Torso se passe dans les années 30. Est-ce que c'est le cas des autres comics? Du tout, c'est plutôt, on va dire, contemporain pour l'époque où ils ont été publiés. D'accord. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'ils se permettent de se mettre en scène directement dans Jinx. Brian Michael Bendis, un des personnages, a carrément son visage. Et le pire, c'est qu'il se fait passer pour, on va dire, le gros con de service. Il se donne le rôle d'une pourriture intégrale. Il faudrait le faire lire à tous ceux qui détestent Bendis en ce moment. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié. On en parlait précédemment sur Daredevil avec sa relation avec Alex Maliv et avec tous ses potes de l'époque Caliber. Avec qui il travaille presque tous encore maintenant. Oui, Hein. David Mack est encore un de ses meilleurs amis. Alex Maliv qui travaille toujours avec lui. Voilà. La preuve, Michael Gaydos vient de recommencer Alias à ses côtés. C'est quelqu'un de très fidèle en amitié, quelqu'un qui est capable de beaucoup de dérision sur lui-même. La preuve, c'est que récemment, une série indé du nom de Nailbiter, qui raconte une histoire de serial killer, l'auteur, donc Joshua Williamson, a contacté Bendis à 2h du matin pour lui demander s'il pouvait faire un épisode où il l'intégrerait dans l'histoire en se moquant un peu légèrement de lui, et Bendis a pas hésité une seconde. Il lui a dit, vas-y, fais. Donc Bendis avait déjà fait la même chose par rapport à Warren Ellis dans Powers, et là, vraiment, ça lui faisait plaisir de rendre l'appareil à un nouvel auteur. Alors, on parle beaucoup de Bendis depuis tout à l'heure, mais on l'a dit, il n'est pas tout seul sur ce titre. Oui. Il y a aussi Marc Andreiko. Tout à fait, donc Marc Andreiko, lui aussi originaire de Cleveland, comme Brian Michael Bendis, c'est un ami personnel de Brian Michael Bendis, et qui s'est fait connaître grâce à un comics indé publié aussi chez Caliber, qui s'appelait The Lost. The Lost, c'est une histoire, une suite de Peter Pan, où Peter est en fait un vampire qui se prostitue pour attirer des pédophiles pour se nourrir de leur sang. C'est très très original comme concept. La série mérite un coup d'œil, hein, j'avoue. Donc Marc Andreiko, c'est un auteur qu'on voit peu. Il travaille régulièrement, mais c'est pas vraiment un grand nom. Sa spécificité, c'est d'être homosexuel, de le revendiquer et de militer pour la cause homosexuelle. Donc notamment, parmi ses travaux connus, il a travaillé récemment sur Batwoman, qui est donc un personnage lesbien. Avec un succès un peu mitigé, on dirait. Oui, hein. on va dire ça. Et il a aussi bossé sur une autre série d'essais qui s'appelle Manhunter, qui raconte l'histoire d'une femme qui décide de devenir, on va dire, justicière chasseuse de primes pour arrêter les criminels. Et justement, dans Manhunter, il a créé un sidekick homosexuel à l'héroïne, qui est en relation directe avec Obsidian, donc le fils du tout premier Green Lantern. D'accord. C'est vraiment quelqu'un qui revendique son homosexualité, qui revendique pour qu'il y ait plus de personnages homosexuels dans le média. Marc Andreiko, en fait, quand on lit Torso, on se demande
quelle est la part de Marc Andreïko, quelle est la part de Bendis. Et le truc, c'est qu'on voit beaucoup de Bendis et peu d'Andreïko à la base. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que le comics est coécrit par les deux, Ouais. mais au dessin, on a uniquement Brian Malcolm Bendis, Oui. ainsi qu'à l'ancrage et au lettrage. Oui, parce que Brian Michael Bendis, même si c'est un scénariste star aujourd'hui, c'est à la base un dessinateur. D'ailleurs, à l'époque, dans le journal de Cleveland, il avait un comic strip dans le journal. Oui, et puis il faisait aussi des dessins de tribunaux, ce qui explique son style assez particulier. Ouais, alors, on va expliquer un petit peu le style de Torso. Ce sont des dessins qui sont collés sur des images d'époque. Voilà. C'est déjà, il a un style graphique, sans parler de ses techniques de collage et compagnie, il a un style graphique qui est très simpliste. Très simpliste et à la fois, comment expliquer ça? C'est des mises en page qui sont très inspirées par Sin City, donc ça va dans tous les sens, c'est très inspiré du travail de Frank Miller, mais le trait, oui, est extrêmement simpliste et extrêmement réaliste en même temps. Et on peut presque faire le lien avec la manière dont il écrit ses comics, parce qu'on on voit énormément de répétitions, des répétitions de visage, ainsi que des répétitions de dialogue, qui est un peu sa marque de fabrique actuelle. Oui, tout à fait. Et là, comme tu le disais, il y a beaucoup de techniques autres. En fait, Bendis, avant d'être un dessinateur, c'est surtout un graphiste. Et là, vraiment, il utilise des techniques de graphiste. Donc, du collage, du décalcage. Et c'est assez impressionnant. Ça peut dérouter au premier abord. Ah, c'est sûr que la première fois qu'on ouvre Torso, on se demande ce qu'on a sous les yeux. Hein. Voilà, c'est clairement, là, on n'est pas tombé sur du Marvel ou du DC classique. C'est vraiment un comics indé et ça se sent rien que visuellement. Il y a des extraits de journaux de l'époque qui sont aussi intégrés au milieu des dessins. Il y a, comme je le disais, il y a des photos qui sont incrustées également. Mais ça fait complètement sens avec l'histoire. Ah oui, tout à fait. Le truc, c'est que voilà, l'histoire, justement, elle est intégrée dans la grande histoire. Et c'est peut-être très intéressant qu'on traite de ça, non? Oui, parce qu'on expliquait au début l'histoire du Torso, le tueur au torse, ça sévit entre 1935 et 1938, qui est une période un peu charnière dans l'histoire des États-Unis, voilà, juste après la Grande Dépression. Voilà, c'est donc la Grande Dépression. Pour expliquer ce que c'est que donc le 24 octobre 1929, il y a eu un krach boursier à Wall Street, donc un effondrement total de la finance mondiale. Donc ça va provoquer aux États-Unis un taux de chômage juste de 25%, ce qui est assez incroyable. Ça va mener à une exode rurale, les gens fuyant les petites villes pour aller dans les grandes agglomérations dans l'espoir de trouver du boulot et une vie décente. On peut penser au roman de Steinbeck, Les raisins de la colère. Et malheureusement, ça sera pas le cas. Ils vont beaucoup peiner, ces gens-là. La plupart de ces gens qui vont se déplacer vont se retrouver dans des camps totalement insalubres et vont être payés au lance-pierre pour leur travail. Le pire, c'est qu'en même temps, cette période, elle se situe dans une période qu'on appelle la Prohibition. Donc la Prohibition, c'est une période qui va de 1919 à 1933, où la production, la vente et la distribution d'alcool étaient interdites, mais pas la consommation, ce qui est très logique. En fait, sauf pour le vin de messe et l'alcool médical, hein, forcément, parce que se désinfecter à 0,5% d'alcool autorisé, c'était pas facile. Et donc le truc, c'est que tout ça, ça provoque une atmosphère assez étrange. Vu que l'alcool, on n'a pas le droit de la produire, ceux qui vont la produire, c'est forcément la paye. Ils vont prendre le contrôle des distilleries pour arroser les bars clandestins qui vont leur appartenir. Ils vont donc commencer à transformer leur bar clandestin en salle de jeu illégale, et puis ils vont profiter de la misère ambiante et de tous ces gens qui sont dans la rue pour les prostituer et plein d'autres travaux de basse besogne, on va dire. Ça donne une période assez étrange où le luxe et la misère ne sont qu'à une rue d'écart. Mais vraiment, hein, on sort d'une ruelle, on se retrouve dans l'opulence des gens riches qui n'ont pas trop senti l'effondrement de la finance, à ceux qui sont dans la misère la plus noire. Et ça va influencer donc un mouvement artistique qu'on appelle le noir, dont tu as laissé échapper le nom tout à l'heure. Le noir, c'est un style de polar très urbain, misanthropique et nihiliste. Donc c'est d'abord forcément littéraire avec des auteurs comme Dashiell Hammett ou Raymond Chandler. Ou Jim Thompson, dans les plus connus, ouais. Oui, aussi, ouais. Et cinématographique, notamment avec des adaptations de Dashiell Hammett comme Le Faucon Maltais et de Raymond Chandler comme Le Grand Sommeil. C'est deux films magnifiques que je vous conseille de voir, tous les deux avec Humphrey Bogart dans le rôle des deux plus grands détectives iconiques du mouvement noir. Donc Philippe Marlowe et Sam Spade, à qui je dois mon pseudo à la base. Donc si c'est des œuvres de fiction, ça démontre quand même une certaine couleur de l'air du temps. Vraiment, à l'époque, on a vraiment donc l'opulence des riches qui dénote totalement avec la pauvreté des gens qui essaient de s'en sortir. La pègre arrose complètement la police et les édiles. Et les femmes, dans le roman noir, ce sont soit des victimes de la société qui les méprise et les exploite, mais ce sont aussi des manipulatrices dangereuses et vénéneuses, des sortes de courtisanes modernes, un peu une genre de Milady de Winter actuelle. Pour en revenir un petit peu au tueur au torse et à Cleveland notamment, on peut parler un petit peu de la situation particulière de Cleveland à cette époque-là, parce que c'est une ville qui est vraiment particulière, parce que c'est une des premières villes à s'être relevée de la Grande Dépression. Et donc à cette époque-là, elle attirait, comme tu le disais, énormément de gens
qui venaient s'installer en périphérie de la ville en espérant y trouver du travail. Voilà, et qui vont se retrouver dans un bidonville qu'on appelle à l'époque des Hooverville, en référence à J. Edgar Hoover. Le directeur du FBI de l'époque. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire en fait sur Cleveland, c'est une petite ville du nord des États-Unis, au milieu entre Toronto et Détroit, et sinon encore plus loin entre Chicago et New York. Et elle profite un peu de cette situation géographique dans le sens où, tu en parlais avant, la pègre sévissait à cette époque-là, hein, dans la drogue, dans l'alcool, surtout l'alcool, et la prostitution. Et quand les mafieux de l'époque étaient un petit peu sous le feu des projecteurs, soit au niveau de la presse, soit parce que la police était après eux, ils allaient souvent se réfugier à Cleveland. Ce qui fait que Cleveland, qui était une ville pas très importante, subissait vraiment de plein fouet la pègre à la fois de Chicago et de New York. Oui, c'était un peu leur repère pour se reposer. Et c'est dans cet environnement donc qu'est né le tueur au torse. Alors le tueur au torse, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous en parler, surtout de ce comics. Oui. Est un tueur qui a sévi entre 1935 et 1938. En tout, on ne sait pas vraiment combien de personnes il a tué. On sait pour l'instant que 12 crimes lui sont officiellement attribués, mais on estime qu'il en a probablement tué plus de 20, voire aux alentours de 30. Mais comment ça se fait justement qu'on n'arrive pas à déterminer son nombre de victimes? Alors, non seulement on a du mal à déterminer le nombre de victimes, mais en plus, les victimes qui ont été retrouvées, seulement 2 ont pu être identifiées. Et pour ça, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que le tueur au torse, comme son nom l'indique, ne laissait pas grand-chose de ses victimes. Généralement, il laissait un torse. Voilà. Donc à l'époque, on est bien avant la police scientifique, hein, il n'y a pas d'empreinte digitale, pas de fichier d'empreinte digitale, encore moins d'ADN. Donc là, on avait juste les torses avec les marques distinctives sur le corps pour essayer de reconnaître les victimes. Oui, puis quand il laissait d'autres bouts de personnes, c'était pas la même personne. Voilà. C'est donc, une souvent, technique. Il y avait un torse de femme avec une tête d'homme et ainsi de suite. Ou alors une des torses avec des bras et des jambes, mais d'autres corps. La deuxième raison, c'est qu'aussi les victimes qu'il choisissait faisaient partie de ce fameux bidonville dont tu parlais. Oui. Donc du coup, c'était des gens qui n'étaient pas officiellement résidents à Cleveland, donc qui connaissaient relativement peu de personnes, à part les autres habitants du bidonville autour d'eux, et c'était des gens qui étaient sans arrêt en mouvement. Donc personne ne se connaissait vraiment. Donc quand quelqu'un disparaissait, on savait pas si c'était parce il avait disparu ou si c'est parce qu'il était allé dans la ville suivante. Oui, c'était le problème des Hooverville à l'époque. Énormément de gens ont disparu comme ça. Et la troisième raison, c'est aussi que le tueur avait développé lui-même une technique pour conserver les corps, pour éviter la putréfaction. Ce qui fait qu'il réussissait à cacher les corps dans des endroits difficiles et que les corps n'étaient pas retrouvés dus à l'odeur ou à d'autres ou à des animaux ou je ne sais quoi. Mais ça dénote quand même d'un certain savoir-faire, cette histoire de... Alors c'est justement ce qui provoquera les enquêteurs à aller sur la piste de potentiels suspects, mais on en reparlera un petit peu plus tard au cours de l'émission. D'accord. Donc on vous a parlé du fait réel, mais ça ce n'est qu'une partie du comics. L'autre partie du comics, c'est Elliot Ness. Oui, parce que autant le tueur peut paraître légendaire, mais l'homme qui s'est opposé à lui, il est tout autant. Ah bah si ce n'est plus même, hein, Ouais. c'est vraiment une des légendes modernes américaines. C'est une véritable icône, oui. Alors, Elliot Ness, je vais faire un bref historique. Elliot Ness, il est né en 1903 à Chicago. Il est devenu agent du Trésor en 1927, donc à 24 ans, et très très vite, il se retrouve en charge de la division chargée de faire tomber Al Capone. Alors, D'une Al des Capone, divisions. Je te corrige, Oui. une des divisions, Oui. parce ils vont utiliser 2 angles différents pour essayer de faire tomber le plus grand gangster de Chicago de l'époque. Ouais, j'y arrive. Alors en fait, oui, il y a 2 divisions. La division de l'évasion fiscale, et ils vont essayer aussi de le faire tomber pour violation des lois sur la vente d'alcool, dont tu parlais avant, la prohibition. Et Elliot Ness, il sera en charge de la violation des lois sur la vente d'alcool. Et il va énormément travailler là-dessus. Ils vont faire tomber énormément de distilleries clandestines, mais ça va pas suffire pour faire tomber Al Capone. Et ils vont finir par le faire tomber pour l'évasion fiscale en 1931. Oui. Et là, à cette époque-là, Elliot Ness n'a que 28 ans. Et il va réussir à faire condamner Al Capone pour 11 ans de prison, avec 22 cas de fraude fiscale et surtout 5000 violations des lois anti-alcool. Juste ça. Ouais. Et encore, ça doit représenter qu'une petite partie de... Tout à fait, mais l'histoire de ce combat entre Al Capone et Elliot Ness est juste légendaire. Je vous conseille de regarder le film de Brian De Palma, Les Incorruptibles. Sinon, je peux vous conseiller aussi, si vous êtes intéressé par cette période, de regarder toute la série Boardwalk Empire, et la dernière saison notamment retrace justement la chute d'Al Capone. Mais là, justement, tu parles de Chicago, mais faut peut-être revenir sur... Sur Cleveland. Ouais. Alors en fait, suite à ce succès, Elliot Ness, il a essayé de rentrer au FBI, mais Hoover, à cause de la énorme notoriété dont bénéficie Elliot Ness à l'époque, refuse son adhésion au FBI, probablement par jalousie. Et du coup, Elliot Ness se retrouve avec une offre d'emploi de la part du maire de Cleveland pour prendre la tête de la sécurité publique de la ville.
Alors, la sécurité publique, c'est à la fois le département de police, mais aussi le département des pompiers. Voilà. Et une fois arrivé à Cleveland, qu'est-ce que va faire Elliot Ness? C'est ce qu'il sait faire de mieux. Il va faire le ménage. Il va essayer de nettoyer toute la corruption de la ville. Et il y a de quoi faire, hein. Ah oui, bah, comme à Chicago, hein. Donc Chicago, il faut se rappeler qu'il est arrivé avec l'aide de la police et il a fini avec uniquement 9 hommes sous ses ordres, qui étaient les seuls qu'il a trouvés pour être assez honnêtes pour combattre Al Capone, ceux qu'on a nommés les incorruptibles. Et du coup, une fois arrivé à Cleveland, il a utilisé les mêmes méthodes. Et là, du coup, il a pas pris de gants. Il est allé direct. Le moindre policier qui était soupçonné de corruption, il l'a fait dégager de la police. Ah, du coup, ça a fait du ménage. Ça a fait un petit peu de remue aussi au niveau politique. Mais Elliot Ness était tellement puissant à cette époque-là, tellement soutenu par la presse, qu'il pouvait à peu près tout se permettre. Tout à fait. Et au début de sa carrière, on le voit très bien dans les premiers chapitres de Torso, il connaît un énorme succès. Jusqu'au moment où il commence à s'attaquer aux jeux clandestins et puis qu'il va commencer à taper dans les politiques. Ah ouais, là, il s'attaque aux gens à qui il ne faut pas s'attaquer. Notamment, on comprend bien dans le comics, c'est suggéré que le maire est également fait partie des personnes incriminées, mais Elliot Ness choisit de ne pas révéler ce qu'il sait sur lui. Tout à fait. Mais justement, comment arrive Torso, enfin le tueur au torse dans cette histoire? Alors, assez rapidement dans le comics, des premiers corps sont découverts, et au début, Elliot Ness se désintéresse complètement de l'affaire. Voilà, C'est pas ce qui l'intéresse, lui. Dans le comics, on va suivre en fait en parallèle la montée de Elliot Ness et l'enquête menée par Simon et Mirlo, donc les deux flics qui étaient chargés de l'enquête à l'époque. Elliot Ness va devoir s'intéresser au cas uniquement dû à la pression des hommes d'influence à la mairie. Parce que il y a une énorme pression de la part de la presse, notamment, sur le fait qu'il y a un tueur qui sévit dans la ville et que la police ne fait rien pour essayer de l'attraper. Bah, c'est surtout qu'en fait, Cleveland devait organiser la convention républicaine et que du coup, ça faisait tâche d'avoir un grand événement politique avec une ville où quelqu'un sévissait et provoquait des morts que même Hitler déclarait comme étant un signe de faiblesse de l'Amérique. Donc Elliot Ness s'intéresse au cas et donc il s'intéresse à ces deux policiers qui travaillent sur ce cas, Simon et Marlowe, et en fait il réalise qu'il n'a jamais entendu parler d'eux. Donc c'est plutôt bon signe. Dans son cas, ça veut dire qu'il les considère pas comme des corrompus. Et là, c'est un petit peu le début de la fin pour Elliot Ness, parce qu'il va aller d'échec en échec et de déception en déception sur ce cas. Alors on va pas vous raconter le dénouement du comics. De toute façon, le cas est réel, mais il se passe des choses en comics qu'on peut pas vraiment révéler. Et on peut dire que Elliot Ness va commettre erreur sur erreur, mais en même temps, il va pas non plus avoir le soutien de sa hiérarchie, ce qui va faire que... Non, bien au contraire, ils vont plus lui mettre des bâtons dans les roues d'ailleurs. Ouais, carrément. Et on peut mettre en parallèle à l'échec qu'il a avec ce cas, aussi à l'échec qu'il va avoir dans sa vie personnelle, parce que c'est un bourreau de travail, et du coup ça va complètement contribuer à détruire son mariage. Et ça, c'est sa spécialité quand même, détruire ses mariages, vu qu'il a été marié plusieurs fois. Ah oui, il a été marié plusieurs fois, et à chaque fois ça n'a pas fonctionné. On peut expliquer l'échec de son premier mariage au tueur au torse. Ses mariages suivants, ce sera peut-être plutôt dû à l'alcool, ce qui est assez ironique quand on sait à quel point il a dévoué une partie de sa carrière, en tout cas à la lutte contre l'alcool. Mais une fois sa carrière à Cleveland terminée, c'est vrai qu'il aura du mal à rebondir, il sera sans le sou pendant longtemps, il écumera les bars dans lesquels il racontera ses exploits à qui voudra bien l'entendre. Il a une fin de vie un petit peu pathétique. Il va mourir assez jeune, à 54 ans, d'une crise cardiaque, et dans l'anonymat complet et sans le sou. En fait, son énorme notoriété explosera quelques mois après sa mort à l'apparition posthume de son autobiographie, qui sera très très fortement romancée. Bah, c'est un peu une habitude américaine. C'est souvent les grandes légendes de l'Ouest comme Buffalo Bill ou Wyatt Earp en fait faisaient rédiger leur mémoire par d'autres et c'était embelli pour donner une véritable légende. Et justement, c'est ce qui fait l'intérêt d'Elliot Ness dans la culture américaine, c'est que on avait perdu toutes les icônes de l'Ouest. On n'avait plus aucun survivant de cette époque, et que Elliot Ness est en quelque sorte la première véritable icône de justice américaine du XXe siècle. C'est vraiment quelqu'un qui va être un héros mythologique quasiment. Là où l'Amérique essaie de créer son histoire, Elliot Ness fait partie de l'histoire. Et d'ailleurs, on peut citer la très célèbre phrase de l'homme qui tue à Liberty Valance: si la légende est plus belle que l'histoire, imprimez la légende. Et c'est vraiment le cas pour Elliot Ness, parce que à l'apparition de son livre, en fait, lui, il avait écrit un synopsis de 21 pages, dont l'écrivain en a fait un roman. Donc il a complètement brodé autour de ça pour faire une légende autour d'Elliot Ness. Ah, les Incorruptibles, oui, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est une légende. Ça a donné une série télé, ça a donné plusieurs films. C'est vraiment Elliot Ness,
vraiment, c'est un super-héros vivant, quoi, comme il le raconte. C'est d'autant plus étonnant parce que quand on sait ce qu'il a fait pour la ville de Chicago, à sa mort, aucun journal de Chicago n'a relayé sa mort. Et Bendis, quand il s'est intéressé au cas du tueur au torse, en fait, il vient de la ville de Cleveland, donc lui, il connaissait l'histoire, mais il s'est rendu compte que cette histoire était très peu connue. Et c'est probablement lié au fait que justement, c'est un gros échec pour Elliot Ness et Et on ne salit pas les pas une héros. légende. Voilà, on ne fabrique pas une légende autour d'un échec. Et voilà, mais le truc qui est absolument saisissant, c'est que Torso, parce qu'on en a très peu parlé jusqu'à présent, quand même, c'est une histoire incroyable. On va expliquer un peu plus en avant vraiment l'histoire. Donc on a d'un côté Elliot Ness qui essaie de faire sa montée à Cleveland, on a 2 flics qui se retrouvent sur une enquête dont ils ne comprennent rien avec un tueur qui a des méthodes qu'ils ne comprennent pas. Comme le cite à un moment Simon durant une autopsie, la seule fois où il a entendu parler d'un cas comme ça a été en 1889 à Londres. Le fameux cas de Jack l'Éventreur. Et d'ailleurs, Torso, on pourrait le rapprocher beaucoup de From Hell, la bande dessinée de Alan Moore sur Jack l'Éventreur, en cela que, voilà, Bendis et Andreiko ont mené leur enquête pour essayer de reconstruire l'histoire. Ils exposent une théorie sur la culpabilité de quelqu'un, sans pouvoir dire que c'est la vérité. La grande différence de From Hell, c'est que la théorie de Bendis semble être avérée, alors que celle d'Alan Moore est complètement fantasmée. Le truc, c'est que Alan Moore prend donc une véritable identité pour son coupable, et que là, donc, Bendis et Andreiko ont décidé de changer le nom pour éviter toute poursuite par les descendants de cette personne supposée. Bendis l'a lui-même expliqué en préface du bouquin. On peut juste révéler que cette personne qu'on va voir dans le comics, effectivement, est très rapidement soupçonnée par les policiers du fait de son profil, notamment des études de médecine qu'il a pu avoir. Voilà. Tu l'as dit toi-même, Bendis, t'avais du mal avec, et là, t'es carrément tombé amoureux de ce bouquin au point que t'as envisagé de faire un podcast avec moi pour qu'on en parle. Ah, mais je suis tombé amoureux de ce livre et j'allais me dire je suis tombé amoureux de Bendis parce que Bendis il a beaucoup de défauts, beaucoup de travers, mais on les retrouve dans ce comics-là, on retrouve ses tics de langage, ses techniques, mais je ne sais pas pourquoi avec celui-ci c'est pas du tout surligné comme ça peut l'être maintenant. Tu sens pas le côté accessoire de ces outils, quoi. On sent vraiment qu'il a quelque chose à raconter et qu'il essaie de le raconter de la meilleure des manières possibles. Il n'utilise pas d'artifice. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est surtout voilà là des figures qu'il utilise souvent dans ses comics actuels, qui vont avoir tendance à nous énerver, sont tellement utilisées de manière judicieuse ici que c'est incroyable. Alors c'est vrai que j'ai relu très récemment ses premiers travaux sur Daredevil et sur Jessica Jones, et c'est vrai qu'on retrouvait il était encore très bon, mais c'était peut-être aussi parce qu'il travaillait encore dans cette ambiance polar urbain. Voilà. Oui. Alors que ce qu'il fait maintenant sur le super-héros, ce style-là, en tout cas, moi, ne me convient pas autant. On est bien d'accord, mais justement, parlons un peu plus de ces techniques de narration. Alors, c'est très particulier dans Torso. Il y a des techniques de narration et des techniques visuelles. Alors, les techniques de narration, on les connaît. Il utilise énormément les dialogues. Il est extrêmement fort pour caractériser ses personnages. Et il va utiliser des répétitions de dialogue pour insister sur des points qui lui tiennent vraiment à cœur. Ouais. Et c'est aussi au niveau de la narration, ce qui est très fort, c'est une technique qu'il utilise souvent, notamment dans Power. C'est quand des flics doivent mener un interrogatoire, on va avoir une pleine page, donc une double page pour les néophytes, plein de petites cases où ils vont interroger différentes personnes, et on va avoir des réponses très brèves de ces personnes-là. Et là, il l'utilise, et c'est même, à ma connaissance, la première fois qu'il utilise cette technique sur Torso. Dans Jinx et dans Goldfish, j'en ai pas trouvé trace. Et le truc, c'est que habituellement, ouais, l'effet est sympa, mais là, c'est utilisé à un moment, donc les 2 flics sont à la recherche d'un suspect, et c'est utilisé d'une manière absolument incroyable. Où en fait, on va avoir une multitude de visages qui vont répondre négativement aux policiers, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réponde de manière positive. Et c'est vrai que ça amplifie vraiment le caractère rébarbatif du travail du policier. Et justement, juste après le positif, c'est surtout en fait les cases sans dialogue avec les doigts qui se tendent vers une fameuse maison. Voilà. Et c'est absolument saisissant l'effet. Et c'est pas la seule technique qu'il utilise. On peut aussi citer notamment on en a parlé, la chute d'Elliot Ness. À quel point en fait, à chaque fois qu'Elliot Ness est mis en avant, il va le dessiner en contre-plongée pour vraiment lui montrer toute sa puissance. Alors qu'au moment où Elliot Ness est en difficulté, on va pas révéler, mais notamment les situations avec les politiques, Bendis va utiliser le fait, va retourner les cases, qui fait que pour continuer à lire le comics, on va devoir retourner son comics soi-même, et on va se perdre dans le comics un petit peu comme Elliot Ness se perd dans son histoire. Moi, je pense notamment à une scène où justement Elliot Ness fait face au possible tueur et qu'ils ont un dialogue ensemble.
Cette séquence est absolument saisissante. On sent la manière dont le suspect le manipule et le piège complètement. C'est ahurissant. Et c'est là où Bendis fait vraiment preuve de maestria, puisque au début de l'entretien, justement, la narration est assez classique. On voit plan contre plan, où on voit Elliot Ness interroger le suspect. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'entretien, les cases autour d'Elliot Ness se retournent pour montrer à quel point justement l'entretien se retourne en faveur du suspect. Ah, c'est brillant. C'est vraiment brillant. Hein, mais est-ce que ça s'est bien vendu, Torso, à l'époque? Catastrophe. Et vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et surtout quand on pense au chiffre de vente que peut avoir Bendis maintenant. En plus, ça me fait d'autant plus mal parce que c'est un comics que j'ai découvert maintenant, mais que j'adore vraiment au plus profond de moi. Et on va vous donner quelques chiffres. Alors, le premier épisode, sorti en 1998, s'est vendu à 3100 exemplaires. Un an plus tard, le dernier épisode, le 6e, s'est vendu à 2600 exemplaires. Donc, il y a eu peu de pertes, mais on a des chiffres faméliques. Alors, en comparaison, on peut comparer avec ce qui se vendait énormément à l'époque. Les titres les plus vendeurs, c'était les X-Men et Spawn, qui était aussi chez Image, qui se vendait aux alentours de 130 000 exemplaires. Ouais. Et ce qui est saisissant, c'est que Torso est auréolé d'une réputation incroyable. Vraiment, c'est un titre qui a eu un succès critique incroyable à l'époque. Moi, je l'ai découvert donc au début des années 2000 grâce à la version française qui a été publiée chez Semic, en fait, ils avaient créé donc une branche Semic noire justement pour se spécialiser dans la publication de ces titres un peu à part. Et quand ça a été annoncé en France, ça a été annoncé comme le renouveau du roman noir en BD. Ah, mais c'est carrément ça. Mais est-ce qu'on peut le trouver encore en français d'ailleurs, Torso? Eh ben, tristement, non. Ah. Non, en fait, la dernière fois que ça a été publié, ça a été sur ce fameux éditeur Semic en France. Donc depuis les années 2000, ça n'a jamais été réédité. Goldfish a été édité chez Semic aussi. Jinx, lui, a été édité chez Delcourt. Et on n'a plus de signe de vie depuis. On peut trouver ces 3 titres en version originale, séparément. Et à la fin de l'année, la 2016, donc très prochainement, un omnibus va regrouper l'ensemble de la période noire de Brian Michael Bendis. On peut espérer une parution française dans la foulée, mais du coup, il faudrait que Panini récupère les droits de Jinx. Ouais, ça va pas être facile, ça, sérieux. Et puis même, ouais, ne serait-ce que publier Torso, ça serait déjà une grande chose. Bah, vu le nom du scénariste, c'est pas impossible, hein, on peut croiser les doigts. Le truc, voilà, c'est que si vous avez l'occasion de trouver ces 3 titres, que vous aimez les romans policiers, n'hésitez pas une seconde. Vraiment, c'est de la très très bonne lecture. Alors à tel point que il y a eu des projets de films pour essayer de mettre en image cette histoire. Où est-ce que ça en est actuellement et qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, où est-ce que ça en est? Ben, au point mort. Donc en fait, quasiment dès la sortie des 6 épisodes originaux, on a commencé à parler d'un film Torso qui devait être réalisé par David Fincher. On peut difficilement choisir plus judicieux, hein. Ah, mais je crois que Fincher avait pour ambition de faire le film, mais il a préféré faire un film sur le tueur au Zodiac. Voilà. En fait, là, le scénario du film que devait réaliser Fincher était écrit directement par Andreïko. Et aucune idée de pourquoi ça s'est pas fait. Le projet de film a été mis en ce qu'on appelle du Development L. Donc en fait, ça a été mis dans un tiroir et oublié. Et Bendis et Andreïko ont récupéré les droits d'adaptation plutôt récemment. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu une interview de Brian Michael Bendis dans laquelle il espère toujours en tirer un film. Torso, c'est un petit peu son bébé, hein, et donc il veut vraiment. Il a vraiment à cœur de faire connaître son histoire à tout le monde, parce qu'on a dit que les chiffres de vente étaient vraiment faméliques. Non, puis ça mérite. C'est vraiment une histoire fabuleuse. Ça peut donner un très 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 bon thriller. Mais pour ça, faut un budget conséquent, un réalisateur plutôt doué et puis des bons acteurs pour jouer les rôles. Ouais. Donc on peut dire qu'on en a fait le tour là aujourd'hui. Ah oui, on va juste vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre site comicsfair.fr, vous pouvez nous laisser des messages, vous pouvez visualiser quelques pages de Torso si ça vous intéresse. Oui, voilà, parce que comme on dit, le style est assez spécial, donc autant vérifier que vous soyez pas allergique à ça, quoi, avant d'investir dedans. Donc les premières pages du premier épisode sont disponibles sur le site en preview. Voilà. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, donc sur Twitter et sur Facebook, et vous pouvez aussi vous abonner à notre flux RSS et sur iTunes. Donc vraiment, vous pouvez nous retrouver partout. Comme d'habitude, on va finir l'épisode en musique. Oui, alors au début, on avait pensé à Eric Clapton pour I Shot the Sheriff, parce que c'est une histoire de tueur, et une histoire aussi d'un shérif, donc ça nous avait fait penser à Elliot Ness, mais on a trouvé beaucoup mieux. Oui, en fait, on a trouvé un petit groupe canadien qui s'appelle le Black River Drifters. Donc ce groupe, l'an dernier, a décidé de sortir une chanson qui raconte l'histoire de Torso. Cette chanson, c'est The Madman of Kingsbury Run. Donc on voit toujours que cette histoire fait encore parler d'elle. Hein. Voilà. C'est un groupe canadien, mais comme on l'a dit, Cleveland, c'est vraiment à la frontière avec le Canada, donc ça a fait écho jusque là-bas. Hein. Et là, musicalement, on part vraiment dans un style qui est de l'Americana pur, donc qui donne un côté assez rétro, qui convient à la perfection
aux comics en question, n'est-ce pas? Ah, parfait. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Eh bien, donc, à dans 15 jours et au revoir. Allez, au revoir. Welcome to Cleveland, sir, you must take in the park. Got games, got rides, got the next great thing, but the difference can be stark. In Cleveland after dark. On trains seeking work, the lonesome pilgrims come. Out of sight, out of mind, out of luck. Last stop, Kingsbury Run. End of the line has come. And the children count to 12. In a schoolyard right they hope will save them from losing their heads, losing themselves. To the butcher of Kingsbury Run. Down near East 49th and Praha Avenue, that's where the first of us were introduced to you. Victims 1 and 2. Then there's the lady of the lake, mired down in muck. We're not sure she's one of us, and since 13 is bad luck, butcher's dozen we add up. And the children count to 12. In a schoolyard right they hope will save them from losing their heads, losing themselves. To the butcher of Kingsbury Run. With a mad butcher to the Cuyahoga flows our blood. The rising fog reveals the picture, the lost soul of Kingsbury Run. The lost soul. Put this death mask on display here at the fair. It's a decent likeness, but that's not the way I like to part my hair. But they sure caught my lifeless stare. It was June of '36 when I joined the Butcher's Clan. My body scrawled with glyphs and acronyms no one understands. They just call me the Tattoo Man. And the children count to 12. In a schoolyard right they hope will save them from losing their heads, losing themselves. Butcher of